Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai et on fait école ensemble. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Quel impact pour ce rendez-vous alors que, vous le savez, les discriminations sont légion. État des lieux dans un instant avec Irina Capron. Les clichés ont la dent dure, pas toujours facile de venir à bout des stéréotypes. L'école peut-elle jouer un rôle déterminant? En fait-elle assez? On en parle là aussi dans un instant. Enfin, comment faire évoluer les mentalités, éveiller les consciences? Y a-t-il eu des progrès ces dernières années? Quels sont les messages et surtout les outils les plus efficaces? Vous verrez que la lutte contre les discriminations, eh bien, c'est avant tout l'affaire de tous. On parle de toutes ces questions avec Ephraim Stralka-Belleuil. Bonjour, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien. C'est magnifique. Parfait. Secrétaire départemental de la voie lycéenne 78 dans les Yvelines et lycée, vous êtes en première dans un lycée du Vésinet. On est en Skype avec Alexis Guiton. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant en lettres, histoire, géographie et éducation civique en lycée professionnel en Moselle, lycée professionnel privé sous contrat et membre du collectif Éduc contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire et universitaire. On parle avec vous dans un instant, également avec Olivier Lelarge. Bonjour, vous êtes CPE, bonjour. Secrétaire académique, bonjour, SNES FSU Orléans-Tours et membre du collectif Éduc contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire et universitaire. Voilà, tout ça est très complet. On peut commencer. C'est parti pour la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice. Allez, on parle de cette journée mondiale de lutte contre la transphobie, l'homophobie. Et la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie est célébrée chaque année le 17 mai. Alors c'est une date symbolique pour commémorer la décision de l'OMS le 17 mai 1990 de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Et cette journée est célébrée dans plus de 60 pays. Alors je le rappelle, LGBT ou LGBTQIA+, sont des sigles pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes ou asexuels. Et LGBTI-phobie sont ceux qui rejettent et discriminent par des actes ou des paroles les personnes de la communauté LGBT et leurs droits. Un chiffre intéressant et pour le moins inquiétant. En France, 16% des victimes LGBTI-phobie ont moins de 18 ans et la quasi-totalité a été agressée verbalement ou physiquement, justement, dans le cadre de l'école. C'est ça. Selon le dernier rapport 2021 sur les LGBTI-phobies mené par l'association SOS Homophobie, il y a 76 personnes lesbiennes, gays, bi, trans ou intersexes qui ont révélé avoir été victimes d'insultes ou de harcèlement en milieu scolaire. Alors cette proportion est en baisse, mais cette baisse peut être attribuée à la fermeture des établissements due à la pandémie, donc c'est un chiffre qui reste trop important. Et c'est souvent dans la cour de récréation que tout commence. Que tout commence, effectivement? Oui, puisque les élèves peuvent faire des remarques, des blagues, des injures. Ils peuvent même se moquer, ils peuvent agresser physiquement. Et les conséquences de ces situations peuvent être dramatiques, car la plupart des victimes se taisent le plus souvent par peur, par honte, par culpabilité. Et ces conséquences créent de la souffrance et peuvent avoir des répercussions sur la scolarité, mais également sur la construction personnelle. Et je le rappelle, les discriminations homophobes et transphobes constituent des délits passibles de sanctions pénales pour une injure LGBTI-phobe proférée par des discours dans les lieux publics, mais aussi diffusée par écrit, dessin ou image. La peine encourue est d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Mais alors que fait l'école justement pour venir à bout et pour lutter contre ces discriminations? Alors le Code de l'éducation énonce clairement que le rôle de l'école est de protéger et de faire réussir tous les élèves. L'école doit veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction, garantir la réussite de tous et permettre à chacun de développer sa personnalité. En 2019, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a lancé la campagne de sensibilisation Tous égaux, tous alliés. Alors des affiches ont été imprimées dans tous les établissements du second degré. Un guide d'accompagnement pour l'ensemble du personnel éducatif était mis à disposition également dans les établissements et également un service d'écoute, d'aide et à distance. On creuse tout ça. Merci beaucoup Irina. Dans l'expression orale, c'est parti. L'expression orale avec Ephraim Stralka-Belleuil, avec Alexis Guiton et avec Olivier Lelarge. Ephraim, quelle est l'importance de cette journée? Quelle est l'importance de ce 17 mai? Déjà, je pense que c'est très important, que ce soit pour tous les lycéens qui sont homosexuels et transgenres.
En fait, ça va depuis 1990, il y a eu des évolutions, donc il faut les célébrer, même s'il reste encore beaucoup à faire. Vous préférez voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Oui. Vous dites qu'il y a eu des progrès, c'est ça? Il y a eu des progrès, oui, on constate qu'il y a eu des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est une réalité, parce que, comme l'a dit Irina, il y a eu des formations en ligne qui ont été données, des documents, mais est-ce que les professeurs, les CPE, les personnels d'éducation les lisent, les mettent en place, les appliquent? Parce qu'on a des retours qui vont pas forcément dans ce sens-là. On voit des professeurs, des CPE qui ne savent pas forcément comment prendre en charge ces demandes. Pareil pour les professeurs, c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est un manque de formation, du vocabulaire à utiliser. Donc tous ces progrès, il va falloir les faire de ce côté-là. Pareil dans les programmes éducatifs, dans les heures d'éducation. Et on va rentrer dans le détail dans un instant. Okay. J'aimerais avoir le sentiment d'Alexis Guiton. Alexis, cette journée mondiale, c'est un marqueur. Est-ce qu'elle est impactante? Ephraim a dit déjà beaucoup de choses. On a de plus en plus de collègues qui s'emparent du sujet. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale ou dans le cadre de leur programme, je suis prof de MC et donc on a une place assez importante qui est donnée à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Mais comme Ephraim le dit, on est peu équipé pour prendre en charge ces discriminations. Il y a peu de formation et quasiment aucun module de formation obligatoire sur le sujet. Et donc, souvent, on a des collègues qui ne connaissent pas les textes de loi, et notamment qui ne connaissent pas cette nouvelle circulaire qui est sortie au début de l'année scolaire pour l'accueil des élèves trans. Et du coup, c'est un petit peu notre travail, nous, au collectif, c'est d'agir pour que ces modules de formation obligatoires soient mis en place et de faire connaître la réglementation aux collègues. Olivier Lelarge, vous qui luttez, vous aussi, au quotidien, justement, contre toutes ces discriminations, vous me dites quoi? Que ce 17 mai, c'est avant tout symbolique, mais est-ce que c'est vraiment impactant? Ce 17 mai, il permet de cristalliser un certain nombre d'actions et donne l'occasion aussi à certains collègues de pouvoir initier et mettre en place des choses dans leurs établissements, là où ce n'est pas forcément possible le reste de l'année pour tout un tas de raisons qui sont propres à chacun des établissements. Donc, ça donne de l'élan et ça donne de la visibilité soit à des choses qui ne sont pas faites le reste de l'année, soit à des choses qui sont déjà mises en place mais qui trouvent un point de culminance à ce moment-là. Après, cette journée, bien évidemment, elle ne suffit pas. Et nous, ce qu'on demande, c'est bien qu'il y ait dans chaque établissement un plan d'action qui soit mis en place pour que les élèves LGBTQIA+, se sentent complètement intégrés dans les établissements et réussissent leur scolarité et s'épanouissent aussi, puisque un établissement scolaire, c'est un lieu où l'on apprend, mais c'est aussi un lieu où l'on vit. Quelle est l'importance de ce 17 mai? Parole de lycéen, ça donne ça. Je me suis engagé contre toutes les formes de discrimination et plus ciblé contre le LGBT-phobie, contre l'homophobie, la transphobie, parce que c'est super important. J'ai pu observer donc, dans mon entourage des camarades qui étaient homosexuels et qui se sont fait insulter donc, dans la cour de récréation, que ce soit même dans les couloirs, des petits regards, des petits gestes. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'avais envie de m'engager pour cette cause. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Connaissant bien cette communauté avec une sœur lesbienne, c'est quelque chose qui me touche et je souhaite accompagner et apporter des moyens aux personnes qui sont en quête de réponse. Pour moi, c'est important parce que c'est à cet âge-là, à ce moment-là, en étant adolescent et surtout lycéen, qu'on a besoin de soutien, on se cherche. Évidemment, je pense que la cause, tout le monde peut la défendre. Moi, personnellement, je ne suis pas homosexuel, mais bien sûr que je défends cette cause depuis la 3e. Tout le monde peut s'engager sur cette thématique, même si on n'a pas de proches homosexuels, trans. Ephraim, c'est ça le message le plus important? Tout se joue au lycée, voire même plutôt au collège? Oui, vraiment. Et ça concerne tout le monde? Ça concerne tout le monde, pas seulement les personnes qui sont transgenres ou homosexuelles, ça concerne tout le monde parce que ces personnes, dans leur vocabulaire, dans leur manière de faire, peuvent blesser des gens sans s'en rendre compte.
Donc c'est pour ça en fait que dès le collège, et même après le lycée, il faudrait mettre un rôle de référent en tant qu'élève, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir communiquer, qui a une réelle formation, qui va pouvoir faire le médiateur entre les professeurs, enfin les personnes spécialisées. Ça existe ce rôle de référent dans certains établissements? Ça existe dans certains établissements, je suis d'accord, mais il faut l'élargir. Non, ça existe. Il faut l'élargir et même le spécialiser un peu plus. D'accord. C'est-à-dire que dans les établissements où ça existe, c'est le souhait peut-être du directeur ou de la directrice de l'établissement, c'est ça? Oui, c'est pas obligatoire en fait. D'accord. Tout se joue au lycée, c'est ce que vous me dites, Alexis Guiton, voire même encore plus tôt, au collège, voire même à la primaire? Oui, enfin, tout se joue essentiellement au collège. Enfin, il faut commencer à travailler sur ces sujets et pouvoir les aborder dès le collège, voire dès l'école primaire. Et c'est vrai que le discours politique qu'on peut avoir à ce sujet nous inquiète un petit peu quand on entend dire qu'il ne faudrait pas aborder ces problématiques au collège. Politique, vous faites notamment allusion au président de la République qui a soufflé un peu le chaud et le froid avec deux discours totalement différents à quelques semaines d'intervalle. Oui, c'est ça, ouais. Puis, je veux dire, il y a eu des allées et venues sur ce sujet aussi à l'école primaire. Depuis que je suis dans le collectif, on a eu des politiques qui ont voulu cacher ces sujets et qui ont communiqué sur des actions qu'ils pouvaient mener sur ces problématiques en parallèle. Donc c'est vraiment, comme Olivier l'a dit, comme Ephraim l'a dit, c'est une réflexion d'ensemble et un plan d'ensemble qui doit être mis en place et on doit, comme vous dites, arrêter de souffler le chaud et le froid. Olivier Lelarge, le 8 avril 2022, Emmanuel Macron déclarait qu'il n'était pas favorable aux interventions en milieu scolaire, en école primaire et au collège. Le 20 avril, pendant l'entre-deux tours, on le rappelle, il faisait marche arrière et il rappelait, notamment dans le magazine Têtu, que le rôle de l'école, le rôle de ces interventions était essentiel justement à l'école. Est-ce que le président doit clairement se positionner sur ce sujet ? Mais c'est-à-dire que sur ce sujet-là, le « en même temps » n'est clairement pas possible. On ne peut pas dire tout et son contraire. Et très clairement, ces premières déclarations sont évidemment très inquiétantes et il est heureux qu'il soit revenu dessus. Alors après, on revient à une clarification parce que souffler le chaud et le froid sur des sujets tels qu'on a déjà eu par le passé un certain nombre d'allers-retours, y compris des gouvernements sous la mandature précédente, et je parle de celle de 2012 à 2017, tout cela ne nous rassure pas. Et je rappelle quand même un élément qui est absolument essentiel et que parfois ces politiques oublient, que très certainement le président a oublié, c'est que lutter contre les LGBT-phobies à l'école, ce n'est pas lutter contre les LGBT-phobies uniquement pour profiter aux LGBT qui sont à l'école. Ça profite aussi à l'ensemble de l'école puisque ça permet notamment, et on l'a vu dans les témoignages, aux garçons hétérosexuels par exemple, de s'interroger aussi sur un certain nombre de sujets et de réfléchir aussi, parce que c'est aussi le rôle de l'école, cette question de la citoyenneté, de réfléchir à quelle société on veut et dans quelle société on veut vivre. Olivier, quel est le travail, comment travaille justement votre collectif, le collectif Éduque contre les LGBTI-phobies ? Effectivement, un de nos axes de travail, c'est le travail avec les pouvoirs publics, et notamment le ministère de l'Éducation nationale, mais également le ministère de l'Enseignement supérieur lorsqu'ils sont séparés. Et puis, on a régulièrement aussi des échanges, que ce soit avec le Défenseur des droits, par exemple, ou d'autres organismes. Donc, on a un rôle, je dirais, de lobbying, mais ce terme n'est pas mauvais quand il s'agit de faire progresser la société. C'est-à-dire que nous sommes dans nos établissements, nous avons un collectif qui représente bien la diversité de l'ensemble, effectivement, de la communauté éducative, puisque là, vous avez un lycée en plateau du collectif, mais nous avons également les parents d'élèves qui sont dans ce collectif, la FCPE, nous avons également des étudiants. Voilà, donc nous représentons l'ensemble de la communauté éducative et donc nous poussons le ministère à ce qu'un certain nombre de choses aient lieu, parce que si des choses peuvent se faire sur le terrain, elles ne peuvent se faire que s'il y a également une impulsion claire de la part de la tête du ministère et également de la présidence. Et j'en reviens aux déclarations malheureuses du président. Et vous, justement, Alexis Guiton, vous avez plutôt la casquette, plutôt ces prérogatives concernant les lycées privés sous contrat ?
Oui, oui, alors notre organisation s'occupe des lycées privés sous contrat et hors contrat, et là où les directives ministérielles ne s'appliquent pas, et où on a tout un ensemble d'élèves qui peuvent davantage encore subir les discriminations LGBTI. Et là, le chantier est encore plus grand. Et là, le chantier est encore plus immense. Ah oui, on a une entrée très difficile dans ces établissements, et on a plus de un voile qui est mis sur ce qui peut s'y passer, et une omerta quand il se passe quelque chose, quoi. On a une difficulté d'action, c'est clair. Irina. Olivier Lelarge, l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité, ce sont encore des sujets tabous en 2022 ? Je ne dirais pas que ce sont des sujets tabous. Il y a déjà, selon l'établissement, il y a effectivement des différences, puisqu'il y a des établissements qui sont extrêmement engagés sur ces sujets et dans lesquels il y a de l'inclusion, où les élèves se sentent bien, etc., etc. La difficulté, c'est que ce n'est pas dans tous les établissements. La difficulté aussi, c'est qu'une partie des interventions au milieu scolaire sur le sujet qui se font sont liées aux associations qui ont un agrément, et malheureusement, on sait très bien que ces associations sont basées sur du bénévolat, et qu'en plus, ces associations ne sont pas présentes effectivement sur l'ensemble du territoire. Donc il y a encore du travail à faire, il y a eu beaucoup de progrès de fait. On a aussi progressivement, et malgré malheureusement l'absence de formation dans un certain nombre d'endroits, quand même une réelle prise de conscience et une réelle envie de nos collègues de travailler sur ce sujet. Malheureusement, la bonne volonté sur ces sujets-là, elle ne suffit pas. Il y a absolument un besoin essentiel de formation, et là-dessus, le ministère et les rectorats sont encore en partie relativement carreaux. Ephram, quel est le rôle que doit jouer l'école aujourd'hui justement pour lutter contre ces discriminations ? Ben justement, ça va être de ne pas exclure et éloigner du coup du chemin de l'éducation des personnes les personnes transgenres et homosexuelles, tout en faisant par les formations pour éviter justement qu'elles se sentent offensées par ce que l'on dit, par tel geste, par telle insulte, par tel geste. Que les programmes justement soient un peu revus, parce que par exemple moi je sais que dans la plupart de mes classes de SES on parle de socialisation différenciée, donc avec beaucoup en fait dans les programmes que ce soit même dans l'éducation sexuelle qui n'est pas assez développée aussi dans nos lycées, où c'est beaucoup hétéronormé, donc on parle beaucoup de couples hétérosexuels, mais on voit très peu de couples homosexuels, on a très peu d'exemples de couples homosexuels. Donc pour revenir sur l'éducation sexuelle aussi, on est censé en avoir 3 heures par an. Souvent, l'éducation sexuelle elle est négligée, on n'en a pas assez, en fait les 3 heures ne sont pas mises en place, et il faudrait, en plus de ces 3 heures, consacrer un temps spécial, des heures spéciales pour justement parler de ce sujet qui n'est pas assez évoqué, pour faire apparaître des choses que les élèves... Vous me dites que pour certains élèves, l'école c'est peut-être le seul lieu où ils pourraient en parler ? Oui, c'est peut-être le seul lieu. Pour libérer la parole ? Oui, parce que depuis tout petit, ils vivent en fait cette socialisation différenciée. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Et du coup, je pense que l'école en fait pourrait être un lieu de recueillement, de repos et même d'éducation dans des bonnes conditions. Et il faut mettre tout en place, que ce soit par les formations, par les programmes, pour que tous les élèves en fait se sentent mieux dans l'école. Est-ce que le collectif Éduc contre les LGBTI-phobies, Olivier Lelarge, justement, fait des actions très concrètes dans les écoles, et justement, quel est votre axe en termes de pédagogie ? Alors nous, concrètement, on ne fait pas d'action dans les établissements scolaires. On ne fait pas de formation auprès des élèves, d'intervention au milieu scolaire, comme peuvent le faire, par exemple, des associations qui ont un agrément national, comme SOS Homophobie ou le MAG. Par contre, on a un rôle de formation à l'interne de nos organisations. On organise régulièrement des formations à destination de nos collègues, que ce soit des formations nationales ou des formations académiques. À titre personnel, je me déplace régulièrement en académie auprès de mon organisation et des collègues syndiqués pour former sur les questions de LGBT-phobie à l'école. Et assez régulièrement, on se rend compte que nos organisations syndicales ont un petit peu sur le sujet remplacé le rôle de formation que devrait avoir l'employeur. Alexis Guilleton, que vous disent certains professeurs ? Est-ce qu'ils se sentent parfois
quelque peu débordé, dépassé par certaines questions? Oui, c'est un peu le gros de notre travail, hein. C'est-à-dire qu'au coup par coup, on répond aux questionnements de nos collègues qui ont peu de textes sur lesquels s'appuyer pour répondre aux situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc, il y a des collègues qui sont démunis sur le terrain, oui, c'est sûr. Ephram, alors je vais parler plutôt des élèves. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on vient, par exemple, peut-être vous parler? Déjà, sur le vocabulaire, tout le monde ne sait pas ce que c'est un transgenre, tout le monde ne sait pas ce que c'est une personne homosexuelle. Souvent, ils ont déjà entendu parler, et même voire jamais entendu parler. Dans l'approche, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et souvent, en fait, s'il y a des discriminations, c'est parce que les élèves en fait, qui vont harceler ne sont pas au courant, ne sont pas informés. C'est ça qu'en fait, on veut justement des élèves un peu comme moi je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de rôle de référent qui vont être là pour aider, guider les élèves qui sont victimes de discrimination et justement essayer d'estomper ces discriminations par la base, par l'apprentissage. Et alors, Ephram, comment ça se traduit au quotidien? Est-ce que l'on vient vous voir très concrètement à l'école? Est-ce que vous laissez votre numéro et on peut vous appeler à n'importe quelle heure pendant la semaine? Oui, en fait, c'est que moi, dans mon lycée, il n'y a pas de référent à proprement parler. D'accord. Il y a des numéros spéciaux donc, contre les discriminations qui ne sont pas assez mis en valeur, parce que déjà, pas tout le monde ne sait qu'il y en a. Il y a plein de locales ou des bâtiments spécialisés qu'on peut aller voir, pas tout le monde le sait. Et moi, concrètement, ce que je fais dans mon lycée, c'est que j'essaye d'informer, en fait. C'est de dire, attention à ce que tu dis, ou t'inquiète, c'est normal, excusez-moi, Et vous arrivez à organiser des réunions, pourquoi pas, justement pour faire de la prévention pour le plus grand nombre en fait, c'est impossible dans votre établissement? Il faudrait, parce que dans mon établissement, malheureusement, on n'est pas assez avancé. D'accord. Mais je pense qu'au long terme, ça devrait pouvoir se faire, même dans tous les établissements, si on leur explique qui ne pourrait être contre ça, si on leur explique clairement. Il faudrait, oui, faire des formations et même des conférences, des sortes de conférences pour expliquer au plus grand nombre, informer. Voire même des concours. On voit ça, l'info en plus, avec Irina. Et oui, des concours, Irina, pour participer à des concours, justement pour lutter contre la LGBTI-phobie. Oui, c'est ça. Des pièges, vous. Je me suis trompée, pardon. Pas grave. Alors oui, il y a par exemple le prix Non au harcèlement qui distingue les affiches et les vidéos contre le harcèlement créées par les élèves du 3e cycle à la terminale et le personnel éducatif. Il y a aussi le prix national Éthique Action qui est organisé par l'Union nationale du sport scolaire. Il encourage les collégiens et les lycéens à réaliser des actions citoyennes dans le cadre de leur pratique sportive et peuvent notamment travailler sur le thème lutter contre le sexisme et l'homophobie. Et puis tous les jeunes de moins de 25 ans peuvent participer au concours vidéo Beson contre le sexisme. Alors tous les candidats doivent réaliser une courte vidéo proposant un message original de prévention contre le sexisme ou l'homophobie. Pour cette année, les inscriptions sont déjà terminées, mais il est important d'en parler s'il y a des jeunes qui voudraient s'inscrire l'année prochaine. Ephram l'a évoqué également, n'oublie pas les services d'écoute et d'aide. Oui, et que ce soit pour les victimes ou les témoins d'homophobie, de transphobie ou de biphobie, vous avez accès à plusieurs services d'écoute. Alors vous pouvez aller sur le site www.écoute.contrelhomophobie.org ou appeler le 0810 20 30 40. Vous pouvez également appeler le numéro vert gratuit Non au harcèlement en faisant le 30 20 ou le 30 18 pour la protection de l'enfance en lien avec le numérique. Olivier Lelarge, vous me dites des concours, pourquoi pas? C'est l'un des meilleurs axes de communication aujourd'hui? Tout ce qui peut permettre de faire travailler les personnels avec les élèves pour pouvoir avancer sur ces sujets, pour nous, c'est une occasion qui est bonne à prendre. Après, ça doit faire partie d'un ensemble de choses. C'est-à-dire que faire un concours alors qu'il ne se passe rien d'autre dans l'établissement, ça ne va pas complètement répondre aux besoins des élèves. Et les besoins des élèves,
ils sont plusieurs, quoi. C'est-à-dire c'est à la fois lorsqu'ils ont une difficulté, qu'ils aient des adultes en face d'eux qui soient capables de répondre à la situation, mais également des adultes qui soient capables d'anticiper et donc notamment de mettre en place avec les élèves un certain nombre de projets pour permettre de travailler en amont. Et c'est aussi ce que me disent un certain nombre de collègues CPE. Hein. Je suis conseiller principal d'éducation. Beaucoup de collègues CPE regrettent de travailler dans l'urgence et de traiter des situations de violence et de harcèlement, alors que ce qu'ils souhaiteraient avant tout, c'est pouvoir travailler en amont et travailler avec les élèves à la prévention de ces violences et donc à la déconstruction des stéréotypes, à faire prendre conscience aux élèves d'un certain nombre de choses. Mais tout ça, ça demande du temps, des personnels et des personnels titulaires formés. Alexis Guiton, quel est le moyen de communication le plus efficace justement pour sensibiliser à toutes ces thématiques? On a entendu le témoignage d'Efram il y a quelques instants qui nous disait qu'il était un petit peu esselé, j'ai l'impression, dans son établissement pour faire avancer les choses. En tout cas, il le fait à sa manière et à son échelle, si je puis dire. Il faudrait que le ministère relance chaque année cette campagne de lutte contre l'homophobie et la transphobie à l'école. Là, pour l'instant, depuis le lancement de la nouvelle campagne, elle n'a jamais été diffusée réellement à nouveau. Alors, elle avait été très bien affichée, mais il faudrait que chaque année, il y ait des moyens qui soient mis en place pour qu'il y ait une visibilité des relais et ministériels et dans les rectorats, puisqu'il y a des cellules académiques vers lesquelles les personnels et les élèves peuvent se tourner. Et voilà, il y a un manque de communication sur le sujet. Efram, on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure du 2. voire limite 3.0. Cette caisse de résonance que sont ces réseaux sociaux, est-ce que c'est un avantage ou au contraire un désavantage concernant la lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie? Je ne suis pas expert sur les réseaux sociaux, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que les réseaux sociaux peuvent être un tremplin justement pour mettre en avant cette cause qui est si importante et que, il y a forcément des avantages, mais il va falloir combattre en fait contre toute la haine qui est transmise par les réseaux sociaux, ne pas relayer, faire attention à ce qu'on dit. Ouais, toute la désinformation. Oui, toute la désinformation, parce que ça va très très vite sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est un avantage, c'est que c'est aussi très facile d'informer les autres, de faire passer des messages. Il y a des comptes Instagram spécialisés sur ça, des comptes Twitter, avec de nombreux abonnés, donc ça fait faire passer un message de masse. Aujourd'hui, Olivier Lelarge, les réseaux sociaux, ça fait plus de mal que de bien? Les réseaux sociaux, ce sont des outils. Et les outils, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire que ça peut être à la fois un bien et un mal. Ce que l'on constate dans les établissements, effectivement, c'est qu'une partie des violences, du harcèlement, des choses que l'on traite, proviennent des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, lorsque les élèves sont sortis de l'établissement, continuent parfois de faire du lien, et ce qui est bien, et on a vu leur importance notamment lors du confinement, mais peuvent également faire du mal, et on traite dans nos établissements un certain nombre de sujets, de harcèlement, d'insultes, etc., qui se passent sur les réseaux sociaux, et les jeunes se retrouvent seuls chez eux, et ensuite arrivent à l'école et nous en parlent. Donc je pense qu'on a intérêt, effectivement, et le ministère et les rectorats ont tout intérêt à travailler beaucoup plus sur ce sujet-là, et à former leur personnel, parce qu'il y a un certain nombre de collègues qui sont complètement démunis face aux réseaux sociaux et face à l'utilisation aussi qu'en font les jeunes, qui sont déjà différents de l'utilisation que peuvent en faire les adultes, par exemple. Enfin, entre les 15 ans et les personnes de 30 ans, on voit qu'il y a déjà des différences d'utilisation des réseaux sociaux. Ce ne sont pas les mêmes réseaux qui sont utilisés, ce n'est pas exactement la même façon de le faire. Donc on a beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir être efficace encore sur le sujet. Dernière question rapide, Alexis Guiton. Parfois, on a envie de baisser les bras. Non, on n'a pas envie de baisser les bras. On est en action. On est tous mobilisés, toutes et tous mobilisés, tous les acteurs du système éducatif. Donc, on a des choses qui se font dans les territoires, et donc on a envie de continuer à faire avancer les choses. Donc, on ne baisse pas les bras. Non. Encore merci pour ce témoignage et ces témoignages ô combien importants, ceux à 17 mai, Olivier Lelarge, Alexis Guiton et Efram Stralka-Belleuil. Merci à tous les trois, un grand merci aussi à vous, Irina, même si vous me mettez des pièges comme d'habitude, qui aime bien, châtie bien décidément. Passez une excellente journée en notre compagnie, à très vite.